Dans cette vidéo, je vais vous parler des réseaux IoT qui sont crowdsourcés, c'est-à-dire en fait qui sont créés par des gens comme toi, comme moi, c'est-à-dire la masse des gens qui vont amener des antennes sur un réseau qui va ainsi se constituer de proche en proche pour arriver à faire une couverture la plus large possible. En fait, c'est une façon de complètement uberiser les opérateurs télécoms en ayant les gens qui amènent le matériel nécessaire à pouvoir créer un réseau, et un réseau ici dédié à l'IoT. Alors c'est pas du tout nouveau en fait ces réseaux crowdsourcés, le plus ancien, celui que j'aime beaucoup et dont je parle assez régulièrement, c'est The Things Network. Okay, qui est un réseau qui a été créé aux Pays-Bas, maintenant je pense, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais enfin entre 3 et 5 ans, j'ai un petit doute, mais ça commence à faire un petit moment, et c'est un réseau qui se déploie plutôt très bien en Europe, il y a un peu plus de mal à démarrer ailleurs, mais enfin en Europe en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Même si forcément ce genre de réseau, on en parlera tout à l'heure, mais ça va pas se déployer de façon globale, massive et permettre une couverture qui soit complète. En tout cas, ça mettra beaucoup de temps si jamais ça arrive. Et là, on n'y est pas encore avec The Things Network. Mais ce réseau-là, c'est un réseau qui est créé, on va dire, plutôt par une population de makers, quoi, et de gens qui ont le plaisir en fait de faire un investissement personnel pour le partager gratuitement avec le reste de la population, le reste du monde, pour leur usage personnel, mais aussi pour l'offrir. Donc c'est vraiment un réseau qui est plutôt un réseau assez technique, on va dire, où les gens qui créent ce réseau et qui créent les gateways qui sont les plus stables, vont le faire avec une volonté de faire de la technologie, d'avoir du bon matériel, de bonnes antennes et la recherche de la performance. Donc vont bien positionner leurs antennes pour avoir une couverture qui soit la plus large possible. Alors bien sûr il y a tout, hein, tout un tas de gens qui ont essayé pendant 2 jours en mettant une gateway, donc ça fait plein de gateways qui sont connectés dont la couverture n'est pas forcément gigantesque, mais il y a un cœur d'initiateurs, hein, les gens qui déploient ce réseau-là, qui portent un réseau de qualité, une volonté d'un réseau de qualité en tout cas. Donc ça c'est quand même assez intéressant, et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que derrière The Things Network, qui finalement est avant tout ce qu'on appelle un cœur de réseau, c'est-à-dire ce qui permet d'agréger les antennes, de traiter les données et de gérer les associations de devices, ainsi de suite. Ce cœur de réseau-là, il est de bonne qualité, il est open source, et par conséquent, il attire aussi des professionnels qui fournissent du service sur l'IoT et qui sont intéressés par joindre ce réseau plutôt que de joindre un réseau privé qui va être payant et des fois avec des fonctionnalités qui sont moins intéressantes. Donc The Things Network se développe plutôt pas mal comme ça et a une couverture globalement assez intéressante, et c'est un réseau qui est très très prometteur dans ce sens-là, dans le sens où justement il y a tout un tas de use cases professionnels qui commencent à s'agréger sur ce réseau à la base créé par des makers. Alors il y a un autre réseau et 2 autres réseaux même qui sortent dans l'actualité en ce moment, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Le premier, c'est un réseau qui est porté par un géant de l'internet, un des GAFA, à savoir Amazon. Et ce réseau-là, il a été annoncé déjà il y a plus d'1 an, enfin à peu près 1 an, et aujourd'hui ça se concrétise, on a enfin des informations plus précises et plus techniques sur ce réseau-là, et qui sans grande surprise en fait va être un réseau qui va utiliser lui aussi la technologie LoRa, comme The Things Network, hein, qui est un réseau LoRaWAN. Et bien là, Amazon Sidewalk, puisque c'est son nom, va aussi utiliser la technologie LoRa. A priori, ce ne sera pas LoRaWAN, ce qui signifie que les objets qui marchent sur le réseau LoRaWAN ne devraient pas marcher sur le réseau LoRa. En fait, ils utilisent, sur le réseau Amazon. Ils utilisent LoRa parce que c'est une technologie qui permet d'avoir une couverture relativement grande par rapport aux autres technologies disponibles sur le marché. Et donc ça les intéresse pour faire ce type de réseau IoT. Mais ce ne sera pas la seule techno utilisée, il y aura aussi du FSK dedans, sans doute pour avoir du débit un peu plus important sur les applications, on va dire type vidéosurveillance. Et puis on va trouver aussi dessus du Bluetooth, sans doute pour une interaction importante avec les smartphones. Alors là on est dans une conception de réseau complètement différente, puisque dehors les barbus sur ce réseau là, en fait c'est vraiment Madame Michu, c'est le réseau créé par Madame Michu, et c'est un peu le réseau créé à son insu en fait. C'est-à-dire que l'idée, et je pense qu'elle est très bonne pour déployer un réseau crowdsourcé, c'est de faire un produit cool et intéressant, comme je sais pas, un système de smart home, un système de vidéosurveillance ou autre, de le vendre, les gens vont l'acheter, le mettre en place pour leur propre usage, c'est-à-dire pour la maison,
Et puis, ben, ayant ce réseau en place pour la maison, en fait, la couverture de ce réseau va être relativement grande et on espère toucher un voisin qui a le même système et ainsi de proche en proche arriver à créer un réseau qui a une couverture qui soit la plus large possible et la plus globale. C'est le principe du réseau crowdsourcé. Donc là, vous voyez une approche différente. Côté The Sync Network, on crée le réseau via des passionnés et ensuite on espère, on attend que les applications viennent dessus, et côté Amazon on va créer les applications et le déploiement de ces applications va générer l'existence du réseau qui va permettre de créer de nouvelles applications, par exemple en mobilité, alors qu'au départ on sera plutôt sur des applications qui sont statiques, quoi. Voilà. Donc une approche différente. Qui est-ce qui va avoir le plus de parts de marché là-dedans ou couvrir le plus d'espace? Honnêtement, j'ai ma petite idée parce qu'il y en a un qui a quand même beaucoup plus de moyens que l'autre. Et puis je pense qu'arriver par l'usage, c'est pas con du tout. Maintenant, pour que ça marche vraiment en tant que réseau IoT, il faudra une densité d'antennes qui soit relativement importante. Et là où il y a une grosse différence, c'est qu'un réseau crowdsourcé qui les fait un petit peu à votre insu, bah, vous allez faire absolument aucun effort pour positionner des antennes et ainsi de suite. Alors, quand on met une antenne LoRaWAN sur The Sync Network et qu'on est un hacker qui aime la performance, bah, globalement on va la mettre au sommet d'une maison, au sommet d'un immeuble, au sommet d'une tour, et on va avoir une portée de plus de 10 km autour de l'antenne. Donc avec une antenne, on aura une couverture qui est gigantesque. Quand on est Madame Michu et qu'on déploie sa station pour faire du smart home, eh bien on met ça au fond d'un placard parce qu'on ne trouve pas ça joli, on n'a pas envie que ça se voit. Et comme la portée du système, même au fond du placard, est suffisamment grande pour couvrir la maison et tout le jardin qui est autour, on se fiche complètement que les autres aient accès à notre réseau, puisque nous, c'est pour notre usage propre qu'on l'a acheté. Et là, ça a un impact, c'est que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'antennes, énormément d'antennes, mais dont la portée risque de ne pas dépasser les 100 mètres autour de la maison, sachant que voilà, un LoRaWAN avec une antenne placée en indoor, la couverture c'est de l'ordre de 300-400 mètres, c'est cet ordre d'idée-là, versus 10 km. Donc vous voyez que pour créer un réseau Amazon Sidewall qui soit aussi performant qu'un réseau The Sync Network, eh bien, il va falloir des milliers de personnes qui, au même endroit, déploient les antennes. Mais ce qui n'est pas impossible, pas du tout, puisque la puissance d'Amazon peut amener à faire ça. Si toutes les Amazon Echo amenaient du réseau, eh ben, on pourrait imaginer qu'on ait déjà un réseau qui a une couverture qui soit déjà assez intéressante. Voilà, donc vous voyez, deux approches, laquelle permettra d'avoir le meilleur réseau aujourd'hui, je ne sais pas vraiment le dire, mais les deux sont intéressants. Et le dernier réseau dont je veux vous parler, et qui est un peu à l'origine en fait de ce petit billet de vlog, eh bien c'est Helium. Helium, c'est aussi un réseau crowdsourcé, mais qui a une approche lui qui est différente, qui est ni l'approche de The Sync Network, ni l'approche de Amazon Sidewalk, puisque Helium, lui, est un système où on vous incite à déployer des antennes pour pouvoir gagner de la crypto-monnaie. Et oui, en fait, c'est un réseau blockchain qui veut donc concurrencer via une blockchain les réseaux opérateurs. Donc lui, son intérêt, eh bien, c'est que vous ayez des antennes qui sont déployées. Les antennes, en fait, elles vont recevoir des communications, elles vont prouver la source de ces communications, c'est-à-dire vérifier que l'objet a bien communiqué dans un endroit donné. Elles vont vérifier que les antennes sont bien au bon endroit et n'ont pas bougé, globalement, avec un mécanisme de preuve de couverture. Et puis elles vont valider des transactions autour de la crypto-monnaie qui est créée. Et donc globalement dans tous ces mécanismes, eh bien, les détenteurs de points d'accès, d'antennes, vont acquérir des tokens, donc cette crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, eh bien, ils vont pouvoir ensuite l'échanger contre une capacité à communiquer sur le réseau. Alors, ce système pourrait être assez équilibré dans le sens où finalement on pourrait imaginer des antennes qui captent du trafic, et pour générer le trafic, eh bien, il faut échanger cette crypto-monnaie contre du trafic, voilà, et de cette façon on pourra avoir une sorte d'équilibre entre de l'offre et la demande, voilà, pour faire en sorte que tout ça soit cohérent. Moi, ce que je trouve un tout petit peu chelou dans ce système d'Helium, c'est qu'en fait il n'y a pas de lien entre le prix de communication, qui est une monnaie en soi, et puis la crypto-monnaie, les Helium, qui sont obtenus par les gens qui opèrent le réseau. Voilà, donc
bon, on peut bien sûr faire des échanges, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes un opérateur de réseau Helium, vous avez plein de gateways, vous allez donc acquérir plein de tokens, et ça vous permet de communiquer gratuitement, globalement, entre autres sur votre réseau, et puis aussi sur l'ensemble du réseau Helium. Donc il y a ce côté-là où, en amenant mes antennes, eh bien, je me donne les moyens de communiquer gratuitement sur le système, ce qui me semble être un petit peu la base. Puis l'idée, c'est s'il y a plus de monde qui utilise mon réseau, eh ben, dans ce cas-là, je vais gagner plus d'hélium, et donc du coup, je vais pouvoir changer ça contre du droit à communiquer pour les autres. Voilà. Donc ça, ça c'est plutôt top, globalement, comme idée, mais au-delà, en fait, on peut aujourd'hui acheter du droit à communiquer sans avoir des héliums, et sans qu'il y ait un lien avec des héliums, juste en les achetant finalement. Et du coup là c'est un petit peu moins clair pour moi comment se passe la redistribution de cet argent-là. Voilà. Donc petit doute un peu sur cette partie. Mais globalement l'idée qui m'intéresse derrière, c'est de dire que voilà, ce réseau-là, c'est un réseau qui finalement est monté sur une recherche de rémunération, ou en tout cas une recherche d'équilibre économique. Donc d'un côté on avait des makers qui avaient envie de se faire plaisir sur The Sync Network, de l'autre côté on avait Tata Michel qui elle comprend pas grand chose à Skills, enfin, ou Tonton Hugues, hein, peu importe, ils comprennent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, mais qui déploient un réseau voilà, qui peut être important. Et puis au milieu, eh ben, finalement on reste un tas de geeks qui n'étaient pas des makers, qui veulent un truc simple, et puis qui veulent avoir un investissement qui sans doute considéreront comme rentable. Voilà. Et donc, Helium se situe sur ce marché-là, en proposant donc des points d'accès, on va dire clés en main, hein, qui permettent de se relier au réseau et puis de participer à cette blockchain-là, et donc de déployer ce réseau un peu partout dans le monde. Ben ça, c'est sympa, parce que ça touche beaucoup de monde en fait. Ça, voilà, aussi. Enfin, je sais pas, on peut dire que c'est étrange peut-être, mais il y a quand même beaucoup de gens qui suivent les crypto-monnaies et qui du coup y croient et s'y intéressent. Et là, on n'est pas sur des investissements gigantesques, puisque les gateways, les hotspots Helium sont autour de 250 $, hein, donc bon, c'est pas donné, mais c'est pas énorme, et ça vous permet de rentrer dans le système. Et donc, bah, ça, voilà, avec l'espoir que la valeur des tokens augmente, ça attire du monde. Bah oui, parce qu'en fait, les tokens, leur valeur, en réalité, elle est pas liée aux communications, elle est liée à la spéculation, comme n'importe quelle crypto-monnaie, et donc ça fluctue de façon assez importante en fonction de l'intérêt que ce réseau va avoir, et l'objectif est de dire si le réseau perce, marche et est utilisé par pas mal de monde, et bien dans ce cas-là, cette crypto-monnaie prendra de la valeur, et donc l'investissement que vous avez fait en matériel, en énergie, pour faire tourner le réseau, pourra devenir rentable. Voilà. Donc ça se déploie beaucoup, ça arrive en Europe, ça s'est déployé énormément aux États-Unis, il y a un bon paquet d'antennes, et puis a priori ça se développe aussi pas mal en Asie. Voilà, la France, il y a très peu de points à ce jour, j'en ai ouvert un sur Clermont-Ferrand, mais bon, il y en a quelques autres en France, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, c'est une nouvelle tendance. Qu'est-ce qu'il en sera pour l'avenir ? C'est vraiment difficile de le dire. Vous voyez, on a trois approches complètement différentes avec des gens différents qui peuvent créer ces réseaux. Quel est le moyen qui sera le plus efficace? Je ne sais absolument pas le dire aujourd'hui. En tout cas, c'est des philosophies qui sont très différentes. Ça, c'est quand même un élément clé de ce qu'il faut retenir. Et quoi qu'il en arrive, ces réseaux-là sont des réseaux de ville. Clairement, quand on a un réseau crowdsourcé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il arrive facilement à joindre la campagne ou la montagne. Donc ça, c'est vraiment des réseaux qui peuvent se développer en ville. Moi, j'ai tendance à penser que s'il y en a qui doivent se développer un peu plus globalement, ce sera plutôt The Sync Network. Voilà. Mais après, Amazon Sidewalk ou Helium seront, à mon sens, plutôt des réseaux qui sont des réseaux de ville avec beaucoup de points et des couvertures un peu moins. Mais ça, on va voir comment l'avenir fait évoluer tout ça. Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont rester? Ainsi de suite. On verra bien. Ce que je trouve intéressant dans Helium, outre voilà, son aspect déploiement, la compagnie qui est derrière, qui pousse du matériel, et ainsi de suite, c'est le fait qu'en fait, derrière la blockchain, en fait, c'est une blockchain vraiment qui remplace un opérateur télécom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une blockchain qui est faite pour enregistrer des antennes, gérer ce parc d'antennes, prouver son appartenance, et ainsi de suite, et gérer le routage du trafic. Ce qui fait que finalement, eh bien, Helium pourrait être utilisé pour
enfin comme un réseau, enfin pour joindre un réseau TTN par exemple, il n'y a pas de difficulté là-dessus, à partir du moment où TTN bien sûr rentre dans le système Helium, mais on pourrait imaginer que du trafic TTN ou du trafic d'opérateurs privés comme Orange ou comme Bouygues, Obgenius, pardon, pourrait en fait passer par ce système Helium pour rejoindre le réseau. Donc ça c'est une façon d'étendre les réseaux existants, de faire du roaming en quelque sorte et d'avoir une relation économique et contractualisée pour le roaming sur ces réseaux-là. Et ça peut se faire de façon totalement transparente pour l'utilisateur, puisque finalement ça peut être un opérateur qui dit je fais le lien avec le réseau Helium, et par conséquent tout trafic qui arrive via ce réseau me sera facturé et je réglerai ensuite dans la blockchain et aux différents participants ce type de communication. Voilà, donc c'est ça l'idée derrière. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un billet de blog qui paraît en même temps que cette vidéo et qui vous explique un peu plus en détail ce qu'est l'Helium et comment rentrer dessus. Et puis concernant The Sync Network, sur mon blog www.disque91, vous allez trouver tout un tas de choses aussi depuis plusieurs années, et sur Amazon Sidewalk aussi des articles que j'ai écrits il y a un an sur le sujet, de nouveaux qui viendront quand Sidewalk commencera à être un petit peu plus clair et concret, parce que pour l'instant on est quand même dans les premiers drives techniques et beaucoup de communication marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur ces réseaux crowdsourcés qui sont plutôt innovants et passionnant, qui bouge beaucoup dans l'actu en ce moment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, voilà, je le dis jamais, je vais le faire dans cette vidéo, voilà, et ce sera sympa. Et puis abonnez-vous sur la chaîne, j'essaie de publier régulièrement du contenu, il y aura pas mal de contenu IoT bientôt pour continuer dans la série des MOOC sur quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Voilà, donc abonnez-vous, suivez, consultez disque91.com et si vous voulez échanger sur Twitter, @disque_91, ce sera avec plaisir. Bonne journée, à bientôt et bonne balade sur le net.